Bon, bonsoir à tous. Pour ceux qui m'ont peut-être pas encore vu, je suis président de l'asso Mecahuts. Je vois qu'il y a des têtes que j'ai vues la semaine dernière, donc c'est bien, ça c'est un bon point. Ce soir, on va vous présenter les moteurs exotiques, donc moteur diesel, moteur de temps, turbine à gaz, etc. Avant de commencer le cours, pour ceux qui sont intéressés, j'ai eu quelques nouvelles pour l'asso. Un gros point positif, c'est qu'on aura un partenariat avec une autre UV. On aura sûrement un partenariat avec une autre UV pour avoir un local, pour pouvoir avoir des pièces, etc. Mais ça, pour l'instant, c'est pas encore pour les pièces, mais on aura au moins le local. Et ça, c'est déjà un bon point. Donc, on verra pour la suite si on arrive à ramener quelques pièces, etc. avec l'asso. Pour celui qui veut bien qu'on démonte sa voiture, moi je suis preneur. Au bon vouloir des gens. Voilà. Par contre, est-ce que des gens ont eu le mail envoyé par MecaUTC? Ouais, il n'y a pas eu trop de soucis. Il y en a qui étaient la semaine dernière qui n'ont pas eu de mail personnel. Enfin, non? Bon, c'est bien. Bon, bah, on va commencer le cours. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a fait le moteur 4 temps, essence, classique. Et, ce soir, on va commencer le moteur exotique. Donc, on va faire un petit rappel sur les organes moteurs. J'avais prévu une petite interro, ben c'est parti. Moteur diesel, 2 temps, turbine à gaz, moteur Wankel et steering. Donc ça, c'est parti. Alors on va faire une petite interro, c'est parti. Si vous vous rappelez le composant qui est ici. J'entends rien. Chaîne. Ouais. Chaîne de distribution. On va faire un jeu comme en MQ1. On va désigner un gars. Alors c'est bon. C'est quoi le deuxième? Ah non mais montre pas. Ah, c'est... Bon, troisième. Je connais pas l'ordre du diapo. Donc on va reprendre un hasard, on va prendre celui d'en haut là. En haut à droite. Donc cette pièce. Tiens, je sais pas, une tête. Toi. Ça, c'est toi. Je connais pas le nom en français. Ah, ça se dit comment en chinois? Tsigangar. C'est ça. C'est l'arbre à cam en chinois, le Xing Sang Ten. Bon, suivant. Pourquoi je sais pas. Suivant, je sais pas. Ah, il y a une magnifique pièce qui se trouve juste là. Juste au-dessus des cylindres. Tiens, toi, t'étais pas la semaine dernière, donc tu vas me le dire. Au-dessus des cylindres. Ouais. Qui ferme la chambre de combustion. Non, c'est moins un. La culasse. Ensuite, ça c'est trop facile, donc vous le demande même pas, c'est pas la peine. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Tous en cœur. Ouais. Allez, on va le refaire parce que l'addition était mauvaise. Tous en cœur. J'aime bien faire ça, je vais le faire un jour. Ah, c'est bien, c'est ça. Bon, ensuite, la bière. Classique. Forcément, t'as oublié un truc. Ouais, bon. Donc, la pièce qui est juste là en dessous, avec une forme un peu chelou en zigzag, juste en dessous de la bielle, qui permet d'entraîner le volant moteur qui va apparaître juste derrière. Je dévoile des réponses. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ouais, du requin. Voilà. Donc c'est pas dessus. Bon, le volant moteur, j'ai craché l'affaire, donc ça sert à rien. Tu vois la dernière pièce tout en bas, hein, celui qui sait pas, il peut sortir. Donc, tu rigoles, c'est quoi? T'as fait le lancement derrière. Ah ouais, mais attends, le carte est réparé. Ouais, c'est bien. Carte à vue. Parfait. Bienvenue, bienvenue. Donc ensuite, rappel des organes moteurs encore un petit peu. Bon, on va passer plus vite parce que vous n'êtes pas très bon. Le bloc cylindre. Ici. Et les soupapes qui servent à... Bon, allez, genre il y a 2 soupapes différentes, 2 noms. Soupape d'admission. Bien. Soupape d'admission, soupape d'échappement. On a vu la semaine dernière, faut revenir dessus, faut pas revenir dessus. Non, ça va aller. Pas des gens qui ont raté qui veulent savoir ou pas. Non? Ah ben c'est bon, tu peux enchaîner. Alors on va commencer direct par le moteur diesel. Il faut savoir qu'il y a, comme le moteur essence, 4 temps. En fait, ce qui change véritablement entre le moteur diesel et le moteur essence, c'est la combustion. Donc en fait, le moteur essence, la combustion de moteur essence se fait par l'aide de bougies, alors que dans le moteur diesel, ça se fait par compression et par injection directe de carburant dans le piston, tout simplement. Donc on va détailler un peu les étapes. Au premier tour, donc le volet moteur fait tourner le vilebrequin. Le piston descend, donc comme on peut voir ici. La première soupape d'admission
faire entrer l'air plus carburant. Ouais. Sûr. Vas-y. Ensuite, le volant moteur donc tourne, qui ensuite réalise la compression du piston. Donc on a ici un mélangeur carburant comprimé. Donc on injecte. En fait, voilà la ça. petite erreur, donc j'ai Ouais. laissé faire, mais je reprends. Donc, première étape, on a ce qu'on appelle la mission. Donc, il y a le piston qui descend, on vient injecter uniquement l'air dans un moteur diesel. Ensuite, on a la compression qui se fait, donc l'air chauffe. Une fois que c'est à température avec la compression au maxi, on vient injecter le carburant. Donc, la différence, c'est que l'essence, on est obligé d'ajouter une petite étincelle avec les bougies pour créer la combustion. Sur le diesel, une particularité, c'est juste le fait de comprimer l'air plus le carburant, ça génère l'explosion. Donc là on a l'explosion, puis qui arrive ici, et finalement l'échappement, après la détente du piston qui va descendre et qui remonte, on ouvre la soupape d'échappement, on évacue les gaz chauds, et après on recommence aussi juste derrière. Le fait que sur un moteur diesel, ça soit la pression qui engendre l'explosion, c'est pour ça qu'en général les moteurs diesel sont plus lourds et plus résistants, ils sont obligés de faire dans des matériaux plus résistant que les moteurs à essence, parce que la pression à l'intérieur du cylindre, elle est vachement plus importante, du fait que ce soit justement cette pression qui génère l'explosion. C'est juste pour ça qu'un moteur diesel est plus lourd. Ils sont tous par injection. Et il y a des bougies sur un moteur diesel, c'est des bougies de préchauffage uniquement. Donc c'est à dire que pour le premier lancement du moteur, on chauffe un peu le carburant, et ça permet de chauffer la chambre de combustion juste pour les premiers tours du moteur. C'est pour ça qu'il y a un temps de préchauffage en fait. Ça se fait uniquement avec la chaleur que le moteur dégage. Donc ces bougies-là, elles chauffent un peu le mélange pour les premiers tours. Et après, ça s'enchaîne tout seul. C'est pour ça qu'on a aussi des bougies sur le moteur diesel. Mais c'est pas les mêmes que sur les bougies du moteur essence. Donc si quelqu'un a des questions sur le moteur diesel, juste pour le fait que ça consomme moins, ça intéresse personne. Non. Donc en gros, en fait, on parle, quand on parle de consommation d'une voiture, on parle en litres au 100 km. Bon, c'est une chose un peu absurde en fait de parler en litres au 100 km. Il faudrait parler en grammes par 100 km. Parce que le fait que le volume commun à l'intérieur, c'est pas si important. Le diesel, il est juste plus lourd que l'essence. Bon, vu qu'il est plus lourd, on en met moins pour la même masse. On a vu la semaine dernière que le pouvoir calorifique du diesel était plus important. C'est ces deux conditions qui fait qu'on consomme moins avec un moteur diesel. Il y a juste ces deux conditions-là. C'est pas des... C'est juste ça, quoi. Donc juste après, sur le moteur diesel, on peut enchaîner. Les avantages, carburant moins cher. Après, on peut aussi le faire fonctionner avec de l'huile végétale. Enfin, ça, c'est des systèmes qui seront branchés derrière. C'est pas super intéressant à détailler. Si vous voulez des détails, on vous les sortira pour le cours prochain. Les inconvénients, donc les pièces sont plus chères parce qu'elles sont plus résistantes. Il y a forcément plus de pression à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. C'est plus lourd comme moteur. Ça nécessite un temps de préchauffage au démarrage, donc d'où le fait des bougies de préchauffage. C'est pour ça qu'on vous dit pas tirer dedans avec un moteur diesel quand il est froid. Sur un moteur essence, ça pose un peu moins de problème. Ce truc là aussi, c'est parce que le moteur il barbote, en fait, il faut bien lubrifier les pièces. Donc pas tirer dans vos moteurs à froid. Roulez doucement pendant 10 minutes, histoire de tout lubrifier et de faire chauffer les pièces. Suite à ça, on passe au moteur. Pouf. Non, c'est quoi ça? On va rester sur le moteur diesel. Juste une petite animation pour montrer le moteur diesel. Donc les étapes qu'on vient de vous montrer. Donc là, première étape, Ignition. ignition, compression, injection Détente. et détente. Et échappement. Échappement. Donc ça va, si on fait descendre quelqu'un, il nous le réexplique pareil ou... C'est à peu près clair, vous voyez les 4 étapes. Donc, ignition, ça tourne le volant moteur. Voilà. Donc là, à savoir que c'est tout un temps mort de ce piston. C'est-à-dire qu'il consomme de l'énergie au lieu d'en fournir. Pendant l'admission, pendant la compression. Le seul moment où il emmagasine de l'énergie, c'est à la combustion, donc juste maintenant. Juste maintenant. Donc sur 4 temps, on a un seul temps qui fournit de l'énergie au moteur. Pour ça, Comme qu'on dans le a moteur essence. 4 cylindres en moyenne. Combustion. Hop. Et là, échappement. Et finalement, l'échappement. Voilà, On peut la passer. vous avez bien. provoque l'injection, on a l'impression qu'il y a un temps de battement, on a la compression. C'est parce que là, les étapes sont carrément détaillées. Enfin, je sais En pas fait, si- c'est synchro quoi. Il y a un truc qui arrive en continu.
quoi. Ouais, voilà. Ouais. Non, sur ton injection, c'est pas en continu. Ouais, enfin, pas- En gros, c'est comme ton étincelle sur un moteur essence. Quand tu as ta compression, tu injectes en même temps et tu stoppes l'injection, ça finit ta compression, tu as ton explosion. C'est juste comme ça. Là, on voyait pas bien parce que c'était trop détaillé, mais en vrai, c'est un Ça cycle fait un continu, cycle, quoi. quoi. C'est pas. Comme ils l'ont dit la semaine dernière, 400 tours par seconde, ils réfléchissent pas. Donc ensuite, le moteur de temps. T'as pas trop envie d'enchaîner, donc j'enchaîne. Donc la différence du moteur de temps, c'est qu'il n'y a que un temps mort. Vous voyez sur le moteur 4 temps, il y avait 3 temps morts pour un seul moment où on gagnait de l'énergie. Donc sur le moteur de temps, il y a 2 étapes qui sont en même temps à chaque fois. Donc sur la première étape, qui va être compliqué à expliquer parce qu'il n'y a pas l'enchaînement là. Donc là on a la bougie d'allumage, c'est un moteur essence. On a l'injection qui vient ici, donc là c'est l'injection, là c'est l'échappement. L'injection qui se fait en même temps que la compression. Donc quand le piston remonte, il vient fermer ce petit canal d'injection sur la partie supérieure où on aura l'explosion. Il ouvre le canal d'injection qui vient remplir cette cavité en fait d'air, d'essence et d'huile. Une fois arrivé en haut, on a l'explosion qu'on voit ici. Donc là on est sur le canal de transfert. Le carter inférieur qui remplit de ce mélange. Suite à l'explosion, on a le piston qui va redescendre. Il va libérer, comment on appelle ça, le canal d'échappement qui va permettre d'évacuer tout ce qui est les gaz brûlés. Il va rouvrir ce canal de transfert. Donc dans la même étape, on va évacuer l'échappement En même temps. et en même temps, on va faire l'admission au-dessus du cylindre. Un moteur de temps, ça génère plus de pertes parce que vous vous doutez bien que forcément on essaie d'évacuer le maximum de gaz d'échappement, donc on perd un peu du mélange pendant l'échappement en fait. Suite à ça, il descend. Pendant sa descente, il vient fermer le canal principal d'admission pour éviter qu'on ait un surplus de mélange air, eau, huile. Oh, on peut mettre de l'eau, ça marche pas très bien. Essence dans ce canal, et suite à ça, il redescend, et puis on recommence. Quoi. Il remonte, il fait sa petite combustion là, et puis voilà. Donc je sais pas si j'étais super clair, j'ai peut-être été un peu vite. S'il y a des gens qui ont tout compris, s'il y a des gens qui n'ont pas tout compris. Ouais. Ouais, t'as une question? Non, ça va. Non, ça va, c'est bon. Ce moteur, l'intérêt d'un moteur de temps, on les retrouve particulièrement sur tout ce qui est motocross. Il me semble sur certains avions de voltige, parce que c'est un moteur qui fonctionne dans les deux sens. Dans un moteur normal, là en dessous c'est fermé, en fait il n'y a pas de mélange ici. Et ça vient, c'est lubrifié par barbotage, comme on voyait dans le carter inférieur. Et là l'intérêt c'est que l'huile, elle est directement mélangée, avec tout ce mélange d'essence et d'huile, et d'air également. Donc on vient lubrifier toutes ces parties, et il fonctionne en deux temps. Donc c'est un moteur qui peut également fonctionner la tête en bas. Sur un moteur 4 temps, c'est impossible parce qu'on renverserait toute l'huile dans l'ensemble du moteur. Enfin, ça serait le gros carnage. On n'essaye même pas. Donc c'est l'intérêt du moteur de temps. Ça fait un bruit un peu particulier. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu une motocross ou un scooter de temps, un scooter 4 temps pour ceux qui étaient petits sur leur scooter ou pour les gens qui font de la voltige, mais je pense pas. Donc voilà l'explication du moteur de temps et pourquoi il était inventé. Donc fonctionnement, on va rabâcher encore une fois le fonctionnement pour que ça rentre bien. On va y aller doucement cette fois, j'essaie de bien réexpliquer. Donc synthèse, on a la compression, la combustion et l'admission, l'échappement, donc c'est les deux étapes. Donc sur la première étape, on a sur le schéma, on a l'admission principale qui se fait en même temps que l'explosion, c'est-à-dire que le piston en haut, donc il compresse et il permet l'admission. Je sais pas si on a l'autre schéma juste derrière. Non, on l'a pas juste derrière. Donc t'as la vidéo. Je vais te montrer, c'est. Ouais, celle-ci elle est pas mal, moi j'aime bien. Ça peut être plus clair. Elle va un peu vite. Hein. Alors là, on voit bien la partie verte, c'est tout ce qui est admission. La partie marron, couleur caca, quoi. C'est tout ce qui est l'échappement. Donc on constate bien que lorsque le piston il remonte, on a l'admission principale qui se fait, il redescend, le canal secondaire là qui permet de faire arriver le mélange et d'expulser un petit peu tout ce qui est les gaz qui ont été brûlés auparavant. Bon, je sais pas si vous voyez, là je suis pas super clair, ça va un peu vite pour expliquer doucement, mais je pense que vous comprenez le fonctionnement. Ouais. Vous avez dit qu'il marche la tête à l'envers, mais si on met à l'envers, lui, il risque pas de. Ça marche à l'envers, mais pas sur une durée très longue. Pas genre une motocross, le mec il fait un looping et le moteur cale pas. Sur un avion de voltige, il vole, mais pas hyper longtemps. Mais sur les avions de voltige, il y a aussi des moteurs rotatifs, donc c'est différent. Ils sont pas tous avec des moteurs comme ça, mais c'est pour sur une faible durée en fait. Si
tu mets ça sur un moteur 4 temps, même sur une faible durée, tu vas caler et ça sera foutu. Sur un moteur de temps, c'est faisable. C'est pas un moteur où tu peux directement le mettre à l'envers, enfin pendant toute sa vie, tu vois. Ah, c'est pas son fonctionnement normal. Son fonctionnement normal, il est à l'endroit, mais éventuellement, il peut se retourner et ça génère aucun défaut quoi, sur le Mais moteur. pourquoi ça cale sur le 4 temps là? Bah alors là, franchement, je saurais pas t'expliquer, mais déjà, en fait, ça va être un gros bordel avec ton carter d'huile qui est juste en dessous. Parce que tu as toute l'huile qui va se builder sur le moteur, donc ça sera plus lubrifié par barbotage. Donc je pense que ça va t'amener pas mal de soucis. Après, suite à ça, tu as des problèmes de carburateur aussi. Sur un moteur de temps, tu as des carbus spéciaux ou des injecteurs spéciaux qui permettent de fonctionner tête en bas. Parce qu'en général, ton carbu il se remplit naturellement, quoi. Hop, avec la pesanteur. Sauf que quand tu as tête en bas, il faut un carbu spécial pour qu'il puisse fonctionner dans les deux sens. Sur un moteur 4 temps, on met plus de carbu de ce type. Sur les moteurs de temps spécifiques, il y a des carburateurs. Mais ça génère plein d'autres problèmes au niveau de l'injection et autres, le fait que tu puisses avoir ton moteur à l'envers ou pas. Et c'est plus simple à mettre en place sur un moteur de temps juste pour le fait de lubrifier. Parce que là en même temps tu as l'huile qui intervient. Donc forcément tu brûles de l'huile aussi. Ce qui est pas hyper bon, mais c'est pas trop grave quoi. Mais tu as l'huile qui arrive ici pour lubrifier tes pièces. C'est les deux grosses particularités du moteur de temps. Donc tu as joué avec le truc, il faut que tu remettes où on en était. Donc si j'ai répondu à ta question ou pas, Ouais, c'était clair. donc je te répondrai mieux la semaine prochaine, j'irai voir pourquoi ça fonctionne pas un 4 temps à l'envers. Et je te dirai quoi vraiment la semaine prochaine. Donc les avantages, moteur plus compact donc plus léger, moins de pièces mises en œuvre, relativement moins de pièces, un moteur plus simple à entretenir. Comme on voit, généralement sur une motocross c'est 15 heures de fonctionnement et après on change les segments. Parce que ce moteur là il pose un problème dont j'ai pas parlé, c'est sur la segmentation. Parce qu'on voit là les deux segments qui permettent l'étanchéité au bord du piston. À chaque fois qu'ils font un aller-retour, ils viennent racler sur les bords. Donc ils s'usent prématurément comparé aux autres. On a vu les soupapes. Donc je sais pas s'il y a encore des segments maintenant sur les pistons, mais ça m'étonnerait. Sur les 4 temps. Mais là on a une usure prématurée des segments. Et c'est ce qui pose problème, parce qu'il faut changer régulièrement en fait sur un moteur de temps. Donc voilà, c'en est tout sur le moteur de temps, les inconvénients, usure prématurée des segments et du piston, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Ajout d'huile avec l'essence, compatibilité aux normes anti-pollution, forcément on brûle de l'huile, donc ça pollue plus, c'est jamais bon de cramer de l'huile. Donc la petite vidéo qu'on vous a montré. Et ensuite on passe à la turbine à gaz. Si tu lances ta petite vidéo, tu verras. Commencer la petite vidéo. Donc là on va voir le principe de la turbine à gaz le plus simplement possible. Donc on a une arrivée d'air. Donc les turbines à gaz, c'est ce qu'on voit particulièrement, enfin le plus souvent dans les avions, etc. C'est ce qu'il y a le plus courant, turbine d'avion. En fait l'intérêt de ce moteur c'est qu'il y a juste l'injection à gérer. Et c'est un moteur qui prend des tours facilement et dans la durée en fait. Si on le met à plein régime, il va rester dans les tours. C'est un moteur où on lui applique le couple qui lui est appliqué en fait, et monter dans les tours. Et le seul moment où on va lui limiter le couple, c'est la partie qui se trouve juste derrière. Genre la partie elle pourra pas tourner plus vite, donc ça va limiter le couple de la turbine. C'est un moteur qui prend des tours jusqu'à casser une turbine en fait. Donc l'explication simple, on a une arrivée d'air qui est comprimée, derrière toutes ces petites lamelles qui permettent de comprimer l'air. Hop. Juste derrière on a l'injection, là, en continu, c'est un flux continu qui vient y brûler et qui vient faire tourner cette ailette et qui entraîne l'arbre. Sachant que l'arbre de compression, on voit tout au début avec les petites ailettes qui permettent de comprimer l'air, c'est toujours lié jusqu'à cet arbre de fin là, et aussi à la pièce qui est juste derrière. Donc ce moteur pour lancer, il faut un petit moteur auparavant qui va l'entraîner pour les premiers tours, un démarreur, et une fois qu'il est lancé, il suffit juste d'injecter un petit carburant et ça tourne tout seul. Je sais pas si on peut caler la vidéo à un endroit, histoire qu'on voit bien ce que je raconte. Sinon je vais faire un petit schéma. Ah, la première vue elle est pas mal. Non, elle est pourrie. Pouf, pouf, pouf. Voilà, là c'est beau. Ouais, là ça va. C'est bon. On comprend le fonctionnement assez simple. Donc on voit l'air qui arrive ici, qui est comprimé, qui passe juste derrière. On a l'injecteur qui est juste là, et juste derrière la turbine, qui permet, avec l'air chaud, qui permet de faire entraîner la turbine un peu plus vite avec l'air comprimé, et ainsi de suite, ça prend des tours. C'est principalement les moteurs d'avion, on n'a que ça. Dans le temps, il n'y avait que Rolls-Royce qui faisait des moteurs comme ça. Juste parce que c'était trop classe de dire Rolls-Royce. C'est juste une question. Ouais. L'arrivée,
l'arrivée d'air, enfin, pour prendre l'exemple concret, sur un avion, tu as la grosse buse devant. Ouais. Tu vois, ça c'est ce qui aspire l'air de l'extérieur. Ouais. Juste derrière, ça comprime. Une fois que c'est comprimé, l'air il arrive là, et là tu as un petit injecteur. Il va injecter ton kérosène en fait, parce que le kérosène ça roule trop bien. Suite à ça, il y a eu ta première combustion qui a été faite, donc c'est un flux continu ce moteur là. La combustion elle est toujours active, donc juste le fait de mettre le carburant, ça permet que ça continue tout seul à cramer quoi. D'accord. Et ça entraîne ta turbine derrière qui permet de continuer à faire tourner ton axe. Plus il tourne vite, plus il aspire d'air, plus ton injecteur va délivrer de carburant et plus il va prendre de tours. Et il sera limité. En général, les avions avant il y avait des hélices ou autres, par le couple max que ton hélice peut prendre. L'injection, c'est ce que tu vois ici en vert. Ok, d'accord. Tu vois. Mais j'ai pas compris l'utilité De mettre un carburant. Ouais. Bah, Parce qu'avec l'air comprimé, ah mais l'air comprimé, tu la comprimes comment? Sinon? bah, il est comprimé avec ce qu'il y a avant, non? Ouais, mais ton arbre il est entraîné par quoi? Non mais là, non mais au moins tout le monde va comprendre quoi. Je sais pas, ouais. Ton arbre il est entraîné par ta turbine en fait. La turbine, elle D'accord, peut être en entraînée fait, par l'air. Ta turbine, elle fait, bah non, ça existe Mais pas. c'est peut-être à la base, En ouais. fait, les mouvements perpétuels, ça existe pas du tout. Donc t'es obligé d'avoir une combustion. À un moment donné. C'est en gros comme dans ton moteur, ton explosion ça dégage de l'énergie, de la chaleur. Et t'es obligé de dégager une certaine énergie pour comprimer ton air auparavant et pour entraîner ton arbre encore plus vite. En gros, c'est comme si L'air ça c'était une froid. explosion. Et ton explosion ça génère de l'énergie qui fait tourner ta turbine. L'air froid peut pas faire comprimer quelque chose en fait. Si, Enfin, pas ça comprimé, pourrait, mais pour que ça tourne par la suite tout seul, juste avec l'injection, Ouais. il y a forcément que tu as un moment où on va dire une explosion, non, parce que c'est un flux continu, mais tu as un dégagement de chaleur pour avoir plus d'énergie. Ouais. Donc en fait, quand tu as ta compression, ça c'est un élément de ta turbine qui consomme de l'énergie. C'est pas l'élément qui t'en fournit, ça consomme ton En énergie. route, faut le faire tourner, quoi. Voilà, c'est pour ça que je disais l'utilité d'un démarreur Ouais. pour lancer les premiers tours. D'accord. Donc tu vas entraîner ton aspirateur en gros qui va comprimer l'air et juste derrière ta première combustion elle va commencer à dégager l'énergie. Là tu arrêtes ton démarreur et ça tourne tout seul à condition que tu mettes du carburant pour continuer à avoir ce gain d'énergie. C'est l'aspiration de l'air ou l'expulsion des gaz qui va avancer l'avion? Ça c'est le fonctionnement du moteur. Après tout ce qu'il y a derrière, en fait tu as un arbre qui tourne. Ton arbre qui est là, ça dépend, on dit les avions mais c'est pas utilisé que pour les avions. Juste derrière, tu peux peut-être entraîner une pièce en rotation qui est intéressante à utiliser. Donc sur un avion, je sais pas exactement comment ça marche. Si tu le sais, tu peux. C'est les gaz, ouais. C'est l'expulsion des gaz qui fait avancer. C'est l'histoire action-réaction avec Newton. Tu balances des gaz derrière, donc du coup ça fait Donc avancer. du coup, t'avances. Mais après, c'est aussi utilisé dans l'industrie. Et ça dégage énormément de chaleur et cette chaleur-là, c'est récupéré pour faire des chaudières ou autre juste derrière. Pas pour un avion, bah voilà, t'as eu la réponse. Quoi. Heureusement qu'il y a des gens. En faisant le corps tout seul, j'aurais eu l'air bête là. Donc voilà, après, si vous avez d'autres questions sur les turbines, C'est à peu près clair. ou si ça répond un peu à C'est toutes simple, les hein, mais, questions. enfin, c'est simplifié. On rentre pas trop dans le détail. Bon, ouais, je sais pas si derrière t'as les avantages et Ouais. inconvénients. Vraiment. Ah, voilà, donc les rendements de la turbine, à savoir qu'un moteur thermique actuel, ça va de on va dire 32,5% à 40%. 40% c'est un moteur de F1, c'est ce qu'on fait de mieux. 40% c'est au taquet sur un moteur avec des pistons. Tout le reste c'est un chauffage, c'est un radiateur géant qui sert à rien en général. Donc ça n'a pas un rendement génial hein, de 25 à 35%, donc on peut atteindre jusqu'à des moteurs normaux. Pouvoir être augmenté en la chaleur, voilà pour les chaudières par exemple. C'est un coût de maintenance inférieur, c'est un moteur hyper simple, il n'y a pas beaucoup de pièces comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de vilebrequin, enfin la maintenance elle est basique sur un moteur comme ça. C'est un moteur plus léger, donc la puissance massique elle est élevée. Donc à comparer, en fait, le rapport poids-puissance il est plus intéressant que sur un moteur diesel ou autre. C'est juste pour ça que c'est utilisé. Enfin, sur les avions, parce que si un avion il est trop lourd, il va galérer à décoller. Moi, j'ai une petite question par rapport au rendement en fait. Ouais. Là, c'est de 25 à 35%, mais de toute façon, un moteur 4 temps, c'est. C'est de en 32 à moyenne, 40% max. Donc, c'est juste que le moteur 4 temps, il va avoir en gros le maximum de rendement d'un moteur à turbine, c'est ça? En fait, non, mais l'intérêt, enfin, on met des turbines sur des appareils où tu peux mettre des moteurs 4 temps. Bah, genre les avions, c'est l'exemple le plus concret. Tu mets une turbine parce que c'est plus léger. La puissance équivalente au moteur 4 temps, il serait hyper lourd. Enfin, ton avion il resterait par terre en fait. Enfin, Mais au niveau rendement, ça s'équivaut quoi.
Niveau rendement, si t'as une très bonne turbine et un moteur un peu pourri, ça c'est équivalent. Tout le reste c'est de la chaleur. Bah, de toute façon, ça se voit sur le principe de la turbine, c'est de faire de la chaleur, quoi. Donc les inconvénients, c'est un moteur qui fonctionne correctement qu'à haut régime, une fois qu'il est lancé. Enfin, comme je vous l'ai dit, il s'entraîne tout seul. Et c'est seulement l'élément qui lui est appliqué à l'extérieur qui limite son couple. C'est très cher parce qu'on en fait très peu, sinon ça serait pas cher. Encombrement il est important. Une turbine, on voit, c'est assez balèze, quoi. Rendement correct impossible avec des variations de charge, de régime. Enfin, oui. En gros, ça fonctionne qu'à haut régime. On fait pas d'accélération et de décélération avec une turbine comme on fait sur une voiture quand il n'y a pas de feu rouge dans l'espace ni dans le ciel. Juste derrière, on passe sur le moteur Wankel. Tiens, je te laisse mettre ta petite vidéo. Et t'as le droit de l'expliquer. T'es sûr? T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Alors, moteur rotatif ou moteur Wankel. Pour vous expliquer ça, on va attendre la petite vidéo, ce sera bien. C'est un moteur qui est pas très courant, qui est utilisé dans l'automobile sur par exemple le Mazda RX-8. C'est un exemple plus concret. On va vous présenter les petites pièces. Donc c'est assez complexe à comprendre. Il n'y a pas de piston, il n'y a rien de tout ça. Donc ça c'est le carter. Quoi? Il y a un piston mais il est triangulaire. C'est un piston. Ouais. Tu joues sur les mots. On va peut-être passer un peu. Ah, attends, vas-y, on va laisser ça un peu. Ouais. On va expliquer vite fait. Vas-y. Je suis désolé, hein. Mais en fait, en gros, là, ce qu'on va voir à la première pièce, Là, c'est le carter install. paf, anatomie, nanani, c'est en anglais, je suis une biche en anglais, j'ai raté à la 13, alors je vais pas vous traduire les mots, c'est pas la peine. Mais je comprends ce que c'est. Donc là, au centre, à mon avis, sur cette vidéo, ça va être, il va y avoir deux pistons, si je me trompe pas, parce que s'il y a cette pièce, il y a l'axe qui relie les deux pistons ensemble. Là, on voit tout autour. En général, c'est le système de refroidissement. Paf. On enchaîne juste derrière. Allez. C'est un petit peu long. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler bêtement le cylindre, si on fait la comparaison avec les autres moteurs. Donc là, je crois qu'ils appellent ça le stator ou le rotor, hein, je sais plus. Un des deux. Donc on voit on voit ici où il y a un petit trou pour l'injection, parce qu'il y aura une injection de carburant toujours. Il va y avoir le même trou pour l'échappement qui doit être de l'autre côté ou juste au-dessus. Je sais pas comment il fonctionne celui-ci, je ne l'ai pas regardé. Donc là on voit l'équivalent du vilebrequin. Hop. Allez, ça tourne. L'équivalent de l'arbre à cam, du vilebrequin. Enfin, en gros, ils jouent le même rôle. L'arbre à cam et le vilebrequin sur ce moteur, ils sont confondus. Donc ça, c'est les pistons. Ils sont triangulaires, donc il y a bien des pistons. Donc c'est des pistons où... Appelle ça, ouais. Quoi? Je savais pas ça comme ça. Ah mais si, c'est un piston en fait. Ah c'est cool, ils m'ont mis en rouge. En fait, le problème sur ces pistons, enfin sur ce genre de moteur, on les verra juste derrière, mais je prends un peu d'avance. Si on voit les segments là, qui viennent juste au bord, qu'on appelle des segments d'arrêt. En gros, c'est pas beaucoup exploité dans les mécaniques générales aujourd'hui parce que ça génère énormément de pertes. On va voir suite au fonctionnement. On a beaucoup de... En gros, l'étanchéité, elle est assez compliquée à faire sur ce moteur. Donc on génère énormément de pertes, et ce qui fait que ça n'a pas un très très bon rendement. Ah là, pardon. Hop, on était là. Le magnifique piston. Donc, ensemble, qui ressemble à pas grand chose. Allez, on enchaîne. On s'en fout de cette pièce. Donc là, on va voir un peu le fonctionnement. J'espère qu'il va tourner. Donc en premier lieu, il y a l'injection dans cette partie. Là. Après, il y a le piston qui va tourner, qui décrit qu'il y a une cinématique un petit peu bizarre. Donc là, dans cette phase, on a eu la compression et l'explosion juste derrière. Non, l'explosion qui arrive là. Là, on avait la compression. Normalement, là, si je veux bien enchaîner, on a l'explosion. Ça génère la détente. Là, on a les gaz d'échappement. Et sur ce tour-là, ils vont être évacués. Évacuation de l'échappement. Mon intérêt, là, je vous ai expliqué un cycle, mais pendant que je vous parlais, il y a un autre cycle qui a commencé et encore un autre cycle qui a commencé. Donc sur le même piston, les cycles ils s'enchaînent.
On n'a pas de temps mort sur un moteur, sur un moteur rotatif comme ça, sur un moteur Wankel. C'est le gros intérêt de ce moteur. Ensuite, on va à la cinématique un petit peu bizarre du piston. C'est ce qui engendre toutes les pertes. Je sais pas s'il m'a fait le magnifique dessin. Où en gros, on voit à l'intérieur, pour appeler le cylindre, ça forme un peu un 8, un léger 8. Et donc là, on voit l'enchaînement. Donc avec le vilebrequin et l'arbre à cam qui entraîne ce piston dans cette cinématique un petit peu bizarre. Je sais pas si tu peux me le faire dans deux positions différentes. Non, si tu veux. Non, c'est bien. Parce qu'en fait, là, il est resté en bas. Il est raté. Et en plus, c'est pas dessiné quoi. Enfin, je sais pas, si jusque là vous avez compris un peu ce que je vous ai raconté ou je fais le petit schéma et. Allez, fais le petit schéma. Vas-y, fais arrêter là. On va laisser dans une position, c'est plus simple pour tout le monde. Surtout pour moi. Non. Donc en gros, fonctionnement assez simple. J'espère que j'ai de la couleur, ça va être beau. Hop. J'allume. Alors, en bleu, là en gros, vu comment il est dessiné, on a la phase d'admission qui se fait juste là. Ensuite, il y a ce magnifique petit piston triangulaire qui va tourner un peu et il va arriver jusqu'à une position où cette pointe là, on va décrire ce mouvement là, elle va arriver là, juste ici. Arrivé ici, on va avoir une compression qui va se faire dans cet espace qui va être fermé, comme ça. Ah, j'arrive à dessiner, je suis trop balèze. En gros, sinon tu reprends. Enfin, vous voyez, genre le dessin il est un peu galère à faire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Suite à ça, il va encore décrire un petit mouvement et il va arriver juste là. On appuie sur les deux bougies qui vont générer l'étincelle. Donc c'est là où on va avoir le gain d'énergie qui va permettre d'entraîner tout le reste en rotation. Donc juste ici, on va avoir nos deux petites étincelles. Suite à ça, lui, il continue de tourner. Donc il va arriver dans une position qui sera là. Où on aura tout ce qui est gaz d'échappement. Là, dans le dernier quart de tour qu'il lui reste à faire, on a l'échappement qui se réalise. Pendant le petit schéma, enfin je sais que je me répète, mais pendant ce temps-là, donc genre il y a 3 côtés, il y a eu 2 autres admissions qui se sont faites sur le temps où je vous ai raconté. Donc là, comme on a vu, il y avait 2 cylindres. Vous pouvez appeler cylindre, donc le contour qui est là. Donc ça permet d'avoir une cadence et une prise de tour qui est vachement plus intéressante que sur un moteur qu'on appelle 4 temps ou 2 temps. C'est-à-dire que la prise de tour elle est linéaire. En gros, sur votre moteur 4 temps, si on a votre prise de tour, elle fait ça sur un seul piston, elle va être comme ça. Tandis que là, sur un seul piston, la prise elle est comme ça. Donc c'est un moteur qui monte vachement plus vite dans les tours. L'inconvénient, c'est comme on a moins de temps mort, il n'y a pas beaucoup de frein moteur. Donc genre quand vous faites la seconde, là, quand vous allez vous arrêter, sur un moteur de skip, sur votre voiture, ça n'arrête pas très bien. Donc ça génère des petits soucis à prendre en main, c'est juste. Après c'est une cinématique plus simple. Donc au final l'entretien il est quand même plus coûteux parce qu'il faut tout démonter pour changer régulièrement les segments qu'on a annoncé là. Parce que c'est un peu la pièce qui pose problème sur ce type de moteur, c'est faire l'étanchéité. Parce que comme on le voit en fait ça va venir racler tout le temps, tout le tour. Et là aussi ça va venir poser contre pour faire tout ce qui est les compressions. Donc tout ce temps là, ça pose des problèmes pour l'étanchéité, on a des transferts de fluide et une perte de puissance, donc une perte de rendement. Ce qui fait que c'est pas un moteur qui a un très bon rendement. Même si ça pouvait être hyper intéressant d'utiliser une courbe comme ça, pour les prises de tour, notamment pour les voitures de compétition ou autre, ça pouvait être super intéressant, mais ça n'a pas été exploité plus loin. On a préféré faire des moteurs à 5 cylindres, comme on voit en général maintenant chez Audi, chez Mercedes. C'est des moteurs, vu qu'il y a 5 cylindres, c'est impair, ça permet d'être vachement plus linéaire sur cette courbe qu'avec 4 cylindres. Parce qu'on n'a plus du tout de temps mort. Sur un moteur 4 cylindres, on a encore un petit temps mort de temps à autre. Sur un 5 cylindres, on n'a plus, c'est vachement linéaire. Est-ce que, ouais, on a perdu la moitié de la salle? Oui. Moi, sur les RX8, c'est déconseillé de couper le moteur quand il est chaud. Ça, je sais pas, non. Aucune idée. Mais Non. si, j'ai une réponse pour toi en fait. Enfin, de couper le moteur quand il est chaud, mais il est toujours chaud quand même. Non, mais je sais pas, Juste après avoir poussé, tirer une bourre, Non, quand on veut ranger la voiture. faut attendre un petit moment et couper ton. Ouais, voilà. Bah, ça, c'est pas que sur la RX8. Sur n'importe quelle voiture où tu as un turbo. En fait, si ta voiture elle a pris des tours, par exemple sur un TDI, enfin un turbo, tout ce qui a un turbo, on a des voitures essence qui ont des turbos aussi. Le problème, c'est que si tu as pris des tours et que tu coupes ton contact, ton turbo il reste chargé. Et il se décharge tout seul. Et ça, c'est pas hyper bon. Parce qu'on verra par la suite l'explication du turbo, mais ça va un peu forcer ton admission de ton turbo en fait. Ça va envoyer de l'air plus comprimé. Donc il faut attendre un petit moment,
tu te remets sur un ralenti, ton turbo il se décharge et là tu coupes ton moteur. Mais c'est toutes les voitures qui ont un turbo. Donc en général, sur tous les diesels, on dit quand tu démarres, tu prends ton temps, tu roules doucement et avant de couper ton moteur, tu attends genre 10 secondes, 15 secondes et seulement après tu peux couper le moteur sur le ralenti. C'est une histoire de turbo, il y a juste ça qui pose problème. Et sur la RX8 notamment, il y a un turbo pour accentuer cette linéarité et avoir une prise de couple qui est encore plus intéressante. Donc si quelqu'un... Et c'est quoi comme application du coup ce moteur? Ce moteur, il y en a... J'ai parlé des éléments de voltige tout à l'heure, il y en a aussi. Parce que c'est un moteur pareil, où tu le mets dans n'importe quel sens, tu t'en fous. Enfin, je sais pas si tu le vois là, mais tu peux le mettre dans tous les sens, ça revient au même. Après, ben, l'application, ça a été... Enfin, ils ont expérimenté ça, c'est un peu les moteurs exotiques, donc on s'en sert pas beaucoup. Il y a, comme je l'ai dit, je le répète 1000 et 1000 fois, il n'y a que deux voitures, la RX8 et la RX7 qui l'utilisent encore aujourd'hui. Il y a encore certaines motos, mais c'est pas vraiment utilisé. L'intérêt, c'est que ça fait un joli bruit. Ça prend des tours, c'est du tonnerre, enfin, c'est top quoi. T'appuies, ça monte dans les tours tout seul. C'est pas comme ta voiture où elle est un peu pâteau pour monter dans les tours. C'est vraiment le gros avantage. L'inconvénient, c'est le problème de rendement. Sinon, en compétition, on n'aurait que des moteurs de ce type. Mais le rendement, il est très mauvais à cause de ce problème d'étanchéité. Sinon, c'est con parce que c'est un moteur assez simple en cinématique. Il y a juste ce problème d'étanchéité que personne n'a su résoudre et qui fait qu'on l'utilise pas beaucoup au jour d'aujourd'hui. C'est le seul inconvénient qu'on peut lui trouver. Vous avez des questions ou le principe de fonctionnement, ça va ou... Ouais, à peu près. Ouais. Donc l'avantage, c'est silencieux. Enfin, il y a moins de bruit mécanique parce qu'il y a moins de pièces qui ont des mouvements. Comment dire, je sais plus comment on dit le terme. De la barre. On le verra par la suite. L'avantage, c'est plus silencieux, c'est vachement plus compact comme on l'a vu. Il n'y a pas tout le bloc cylindre qui occupe, c'est vachement réduit pour la même puissance. La cinématique est plus intéressante. Genre on n'a pas la descente du piston, la remontée qui vient frapper sur le vilebrequin et autres. Ça enchaîne des mouvements qui... Il n'y a pas non plus de pièces à côté intéressants. Bougies, etc. Et qui font qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, genre sur un moteur comme ça, on n'a pas de volant moteur. Ça sert à rien d'équilibrer le tout. Il n'y a pas de souci d'équilibrage sur ce genre de moteur. Quand ça tourne, c'est lancé, les gens n'ont pas de souci. T'as pas de mouvements qui viennent perturber, genre sur ta voiture, il y a des vibrations tout le temps, notamment sur un diesel, parce que ça a beaucoup de couple, ça vibre énormément. Là-dessus, ça vibre pas. Donc la cinématique est plus intéressante. Inconvénient, c'est un rendement moins bon que sur les moteurs classiques. 30% au lieu de 35 à 40%. Ben, dû au fait de ce problème d'étanchéité. Une fiabilité un peu moins bonne. La fiabilité, elle est juste due au problème de segment. Parce que on a une rupture de segment, faut changer le moteur. Un entretien coûteux. Parce que même si ce n'est pas des pièces compliquées, le souci c'est que les pièces qu'il y a à changer, il faut aller carrément à l'intérieur du moteur. On ne peut pas changer une petite pièce comme ça, il faut ouvrir le moteur entièrement. Et comme j'ai dit, il y a peu de frein moteur sur ce genre de moteur parce qu'il y a peu de temps mort. Ça fait en quoi du coup les segments? Je ne pourrais pas te répondre sur la matière des segments. Je sais qu'ils ont eu des problèmes sur l'espèce de cylindre parce qu'ils l'ont fait en alu pour encore alléger. Enfin sur les Mazda, je reprends cet exemple-là parce que j'y connais un peu. Et le souci c'est que la pièce est dilatée en fait. C'est la première fois ils l'ont mis en place. Et donc carrément ils n'avaient plus du tout d'étanchéité. Donc le moteur quand il prenait de la chaleur, il donnait plus rien du tout quoi. Après les segments je ne saurais pas dire en quoi ils sont faits. Matériaux pop. Une espèce de caoutchouc. Plutôt des métaux que des caoutchoucs. Je sais pas. Franchement je ne saurais pas te dire. J'en sais rien du tout. Si tu trouves tu me le dis, c'est cool. J'aurai l'air moins bête la prochaine fois que je serai cool. Après le magnifique moteur Stirling, donc un peu tiré de l'ancien temps des machines à vapeur et autres. Donc là je t'offre le droit d'expliquer un peu. Et on fera un peu de thermodynamique j'ai derrière, c'est rigolo. Parce que celui-ci à expliquer il est vachement chiant. Ouais, pour dire vraiment le terme. Celui-là, ce moteur Stirling là, c'est vachement utilisé dans les C'était vachement utilisé. On s'en sert plus au jour d'aujourd'hui, ça sert à rien. Machine à vapeur. Donc voilà, c'est pas compliqué, ça vous intéresse pas que ça sert à rien, vous pouvez sortir. Parce qu'on va un peu galérer. Dans les sous-marins, ça. Dans les sous-marins, ça a été utilisé aussi au départ. Mais plus maintenant. C'est un autre type. Pour commencer, donc ça c'est un moteur Stirling assez spécial. Parce qu'on peut voir une sorte de chambre de combustion ici. Un élément qui se déplace à l'intérieur. Donc sans frottement à l'intérieur du premier piston. Enfin sans frottement. Alors, pour simplifier, ici on a une flamme. Donc une sorte de vache à lave tout simplement. Comment expliquer ça? Vas-y, attends, je t'en prie. Et après, on fera appel à un expert. Voilà. Mathieu. Non. Il a fait son thé
IPE sur ça, donc il va faire le malin, il va venir parler un peu. Parce qu'en gros, on galère. C'est juste pour lui qu'on l'a mis. Chose simple, en fait, à l'intérieur, c'est un gaz. Enfin, on aurait pu utiliser de l'eau ou autre, mais en général, là, on va dire que c'est un gaz. On vient chauffer ici, donc on génère une détente de ce gaz. On voit ici en rouge, maxi. Ensuite, c'est un peu refroidi, donc il y a une combustion. La chose que je vous ai pas dit, c'est que là, il n'y a pas d'étanchéité à travers cette espèce de piston là qui se promène pour permettre au gaz de se promener. Ouais, mais je t'écoutais pas, je parlais. Donc je leur dis une fois, histoire que vous compreniez tout dans l'ensemble. Enfin, j'explique comme je le vois, donc c'est un peu compliqué. Donc en gros, l'enchaînement, c'est ça. Là, on a hop, la détente, une petite compression et on chauffe. Et maintenant, on va faire appel à Mathieu, il va venir expliquer, il va faire ça trop bien. Vas-y, viens expliquer. Ah, le magnifique diagramme. Tiens. On va allumer. Ouais. C'est ça. Merci. Ça vous rappelle rien? Enfin, je fais un peu de thermo, je crois. C'est de la thermo, ça. Diagramme de je sais plus qui. Hein. C'est apéro. Moi, je sais juste que c'est le cycle de Stirling parce que c'est le gars qui a inventé le moteur qui a créé le cycle en fait. Enfin, qui l'a découvert. Il a créé. Allez, 3, 4. Le cycle, vas-y, explique maintenant. Ici on a la pression. Ah, pression, volume. Donc, volume. La pression, on voit en rouge et bleu. Nuance de couleur. Forcément, elle est allumée, on voit plus. Mais... un petit système de chauffage aussi qui va être exploité dans l'explication là. Donc, en gros, on a un gaz avec une petite courbe. On chauffe le gaz. Ça augmente la pression. On reste au volume constant. Donc, au moment où on chauffe vraiment le gaz, c'est sur un court instant. On est sur le volume là. Vas-y, continue à faire la seconde. Si je me trompe pas. D'accord. De 1 à 2. Ouais. Bah là on a une augmentation du Donc de 1 à 2, on a la détente en fait. détente. Donc augmentation. Donc suite à la pression, on voit bien la détente. Ce piston là qui recule. Si je me trompe. Détente isotherme. Détente. Isotherme, c'est bien. Isotherme, sinon ça bougerait pas en fait si on avait une part de chaleur. C'est quoi le dernier là, le 2 à 3? Vas-y. 2 à 3, refroidissement. Un refroidissement du gaz. On voit quand il redevient bleu dans cette phase. Ensuite, on a la compression du gaz qui vient là. Là, on le rechauffe et ainsi de suite. On va passer aux avantages et aux inconvénients. Enfin, sur l'explication, s'il y a quelqu'un qui veut y revenir, hein, ça serait sympa de pas vouloir. Personne ne veut y revenir. Juste pour me faire chier, ça pourrait être rigolo. Vous avez compris en fait. En gros, le schéma, on comprend, mais toi, t'as rien compris, mais toi, on s'en fout, tu vois. Les autres, c'est intéressant. Non? Au final, entre le graphique et activé, On fait le lien en fait, enfin tout seul. C'est galère à expliquer, mais je pense que tout seul, il y a moyen de faire le lien dans sa tête. C'est vachement plus simple que de mettre des mots dessus. Enfin, s'il y a quelqu'un qui sent chaud pour mettre des mots, il peut venir là, le faire maintenant. Mais je trouve ça un peu galère. Ouais. Donc, tu vas nous dire les avantages de ce moteur? Comme ça, au moins, on risque de pas se tromper. Alors, l'avantage avec ce moteur, c'est qu'on a un bon rendement comparé à tous les autres moteurs. Donc c'est vraiment l'avantage. On a une source de chaleur et elle est diffuse sur tout le moteur. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire varier le régime en fait. On ne peut pas augmenter la vitesse du piston ni la diminuer. Et sur un moteur, ben, ça sert à rien. C'est comme si on fait du 100 km/h tout le temps sans s'arrêter. Oh, il y a stop! Et ben non, tu peux pas t'arrêter. C'est pour ça qu'il y avait ça sur les machines à vapeur. C'est un peu le concept. Machine à vapeur, c'est pas vraiment le même concept. Bon, il y en La a eu. machine à vapeur, tu mettais moins de charbon et puis ça finissait par s'arrêter. Ouais. En fait, c'est juste varier la chaleur qui permet de... Donc il y a encore des études qui se font sur le moteur de Stirling. Il ne sert pas à rien. Il sert à rien. Vous le rencontrerez jamais. Le problème en fait, c'est la source de chaleur qui doit être continue. Si on voudrait faire varier le régime, ce serait la source de chaleur et la source de refroidissement qu'il faudrait faire varier. C'est ça le gros problème. Donc c'est hyper galère. Et suite à ça, je pense qu'on a... Ah, on est bon. Donc je sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a vu. On a vu pas mal de moteurs. Sur n'importe quoi. Si quelqu'un qui a encore une question, une seule, moi je réponds plus.
Ouais, c'est quoi le reste du site après? Mecha UTC. Mecha UTC sur Tu Google. tapes Mecha UTC et c'est un des premiers. Ok, d'accord. Normalement, ça. Ah si Je si. sais pas si tu l'as mis à jour. J'ai pas encore mis à jour parce que j'ai pas encore les accès. Donc ce soir, tu risques de tomber sur le site d'il y a 2 semestres. Mais en gros, c'est les mêmes cours. À peu près. À peu près. Enfin, ceux-là, ils sont un peu changés, ils sont mixés. Mais jusque-là, normalement, c'est à peu près les mêmes cours et ils racontaient les mêmes choses. Tu retrouveras quasiment toutes les mêmes vidéos qu'on leur a volées. Voilà, on est un peu fainéant, mais bon. On prend le rôle de prof très à cœur, on fait comme eux, quoi. On copie. Faut pas montrer ça aux profs, hein, la vidéo. Là. Celle-là, elle sera pas sur internet. Ou on coupe les moments. Non, donc voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions. Moi Ouais. j'ai une remarque. Donc dans les compresseurs hermétiques, on m'avait parlé aussi de. Donc il y avait les pistons à bielle, rotatifs, et aussi des pistons scroll qui faisaient encore plus que 3 cycles. Et donc je sais pas si ça existe au niveau de l'automobile ou pas. D'accord. Bonne question. Parce que ouais, ce qu'on voyait bien, c'est donc sur le rotatif, on a Ça, 3 c'est cycles, 3 qui cycles, sont en même ouais. temps. 3 cycles qui s'enchaînent. Voilà, et en fait sur le piston, enfin c'est sur un moteur rotatif scroll, en fait c'est encore à état de recherche et c'est vraiment très coûteux, mais tu as un nombre de cycles vraiment très conséquents qui peuvent commencer Se faire en même temps. Beaucoup plus que 3, il y en a je sais plus combien. Mais... Ah, c'est Donc, voilà, si jamais il y en a que ça intéresse, ou qui veulent faire de la recherche là-dedans. Ça s'écrit comment? Alors comme ça, je pourrais plus trop te dire. Ah voilà, tu parles, tu sais pas comment ça s'écrit. Bah ouais, mais je me suis fait convaincu mon ordinateur, alors j'ai plus toutes mes infos de TN5. C'est pas grave, on regardera pour la semaine prochaine. Mais Je c'est vais voir sur ce que c'est. scroll quoi. Enfin, si jamais vous tapez. Ça marche. Des avions avec les pistons rotatifs. Non, moi je l'ai vu dans le cadre du compresseur hermétique qui marche dans ce qui va être ton frigo, mais qui fait aussi maintenant quand on fait les pompes à chaleur et tout ça. Donc je voulais savoir si ça existait aussi en application automobile. Parce que ça peut être. Je saurais pas te répondre. Franchement, je sais pas. C'est tout, pas de questions, rien du tout. C'est quoi le prochain cours? C'est quoi le prochain cours? C'est une question. Il me semble que c'est distribution. Distribution. Ça doit être distribution et boîte de vitesse. Ouais, je crois qu'il y avait, Ouais, ouais. Oui. Enfin, en gros, ça parle de la distribution, donc la chaîne, la courroie, tout ça, toutes les pièces qui sont attelées à ça. Et on va commencer à le préparer demain. Donc, ça c'est mis sur le ligne, sur un 1, 2, 3, 4. C'est mis en ligne sur le site, putain, si j'arrive à le dire. Ça doit être la semaine prochaine, c'est la distribution, il me semble. Et on va s'accoler une petite partie d'un cours, vu qu'il y a beaucoup de mercredis qui sautent avec les jours fériés là. Donc on va essayer de regrouper 2 cours ensemble. Les cours c'est mercredi maintenant, c'est mardi. Non, c'est Bah, mercredi. Ouais. maintenant c'est mercredi Ouais, ce c'est semestre. mercredi. On est marre, on est mercredi. On est mercredi aujourd'hui, tu mets le doute en fait, mais moi on est mercredi. J'étais en train de me dire. Allez. Parce que sur les sites c'est marqué tous les mardis. Ouais, mais c'est C'est le site de l'ancien- l'ancien, c'est l'ancien site, il n'y a pas encore été Par repris. contre, on affiche sur, dans BF et même sur le Weekmail la date en fait. Et il y a également sur les petites affiches le thème de la semaine. Donc là, cette semaine, c'est la base des moteurs. Il y a les grandes affiches en fait où, comme quoi, la sauce elle a repris son cours. Et t'as les petites affiches toutes les semaines, je sais pas si t'as remarqué. Voilà, dans Qui les changent couloirs, avec l'heure, la salle dans les escaliers. et le thème du cours. Quoi. Bon, la salle, on essaiera de toujours avoir la même. Toujours accessible. C'est plus pratique. On essaiera de garder le mercredi 19h, Si ça va. si ça vous va. Je sais que vous avez faim. S'il y a plein de gens, enfin si tout le monde me dit non, je préfère mardi 19h, on fera mardi, hein, mais bon, je pense pas que vous êtes chiant à ce point. Mercredi, c'est bien. Ouais. Ouais, je sais Non. pas. Et mercredi, c'est le jour des enfants, c'est cool. Moi j'aime bien. T'aimes pas trop. Ouais, j'aime bien. Bon, donc voilà, C'est bien. c'est tout pour aujourd'hui. Parfait. Merci.